Alors on me dit justement, l'idéal, voilà, jusqu'à preuve du contraire, la fidélité mutuelle, même étendue au cadre de la polygamie, reste une loi naturelle dans les sociétés humaines. Bah, c'est pas vrai. Moi, ça c'est du dogme. Je l'ai vu. Alors déjà, si la fidélité était, comment il dit? La fidélité mutuelle, même étendue, reste une loi naturelle. Si c'était une loi naturelle, pourquoi mettre toutes ces lois répressives un peu partout? Au contraire, et puis des sociétés qui ne sont pas... Parce que finalement, les femmes sont forcées d'être fidèles. C'est ça que tu disais. Sont forcées. Sont forcées. Et des peuples non fidèles, il y en a plein. Il y a chez les Mozos, donc il y a les Trobiandais. Dans toutes ces sociétés-là, la fidélité n'est pas... elle peut être choisie, on peut décider d'être fidèle, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de répression. C'est juste un contrat privé. On décide intimement d'être fidèle à celle qu'on aime. Pourquoi pas? Mais qu'il n'y ait pas de répression, il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'autorité qui interdit d'aller voir ailleurs. Et même une preuve biologique que la fidélité n'est pas... Elle n'est même pas biologique, c'est que dans le sperme, dans le sperme, il y a plusieurs types de spermatozoïdes. Il y a les spermatozoïdes fécondeurs, il y a aussi des spermatozoïdes bloqueurs et les spermatozoïdes tueurs. Alors à quoi ça sert les spermatozoïdes bloqueurs et les spermatozoïdes tueurs? C'est que dans l'hypothèse où une femme reçoit en même temps, dans le même acte sexuel, le sperme de plusieurs mâles, et que les spermes de mâles différents se mélangent, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre entre les spermes. C'est-à-dire que il y a le sperme du mâle A, les spermatozoïdes du mâle A qui vont bloquer et tuer, qui vont essayer de bloquer et tuer les spermatozoïdes du mâle B. Donc les bloqueurs servent à bloquer les spermatozoïdes adverses et les tueurs servent à les décapiter, à les tuer. Donc les spermatozoïdes humains sont conçus pour la guerre spermatique, la guerre entre les spermatozoïdes. Donc si le spermatozoïde est conçu pour cette guerre entre les spermatozoïdes, c'est bien que la femme est conçue pour avoir plusieurs amants, quoi. Elle est biologiquement conçue pour. Ça va pas faire à tout le monde. Alors on me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Le patriarcat reconnaît les mères, mais pas le matriarcat. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans le matriarcat, l'origine de la vie, c'est la mère. Il faut se mettre dans la tête de l'homme préhistorique. Il se dit, mais d'où vient la vie, d'où vient le monde? Lui, il regarde les bêtes, il voit que toute forme de vie sort d'une vulve. Alors qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dessine dans sa caverne, la première chose que l'homme a dessinée, c'est une vulve. Après, il a dessiné des seins, après, il a fait des statues préhistoriques. Et c'est tardivement qu'il a mis un pénis. Quand il s'est dit, tiens, mais en fait, le pénis joue un rôle. Et le patriarcat, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que l'origine de la vie, c'est le père. La mère n'est que le terreau qui reçoit la graine du père. Et l'enfant est tout entièrement conçu dans la graine du père. Alors que dans le matriarcat, c'est l'inverse. Chez le Mozo, on dit que l'enfant est tout entier conçu dans la mère et que le géniteur ne vient qu'arroser la graine qui est déjà dans la mère. Donc le patriarcat, c'est vraiment de dire que l'origine de la vie, c'est le père. Et donc à l'origine de la vie, il y a un Dieu père. Et donc dans le matriarcat, on croit en une déesse mère qui est à l'origine de la vie. Donc l'enfant appartient à la mère parce que l'origine de la vie, c'est une déesse mère. Et dans le patriarcat, l'enfant appartient au père parce que l'origine de la vie, c'est un Dieu père.